Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici les sommets. Dans le district de Nyagatare, les habitants se sont joints pour un tour de libération, une activité qui précède le jour de la libération du Rwanda qui sera célébré le 4 juillet 2022. Au sommaire également, le forum de concertation des partis politiques agréés au Rwanda a apprécié ce jeudi tous les Rwandais en général, mais particulièrement le président Paul Kagame pour la contribution au bon déroulement de la 26e réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays du Commonwealth. Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Dans le district de Nyagatare, les habitants se sont joints pour un tour de libération, une activité qui précède le jour de la libération du Rwanda qui sera célébré le 4 juillet 2022. Il s'agit d'une marche depuis le stade du district de Nyagatare où des participants de tous les secteurs du district suivent le courage et le dévouement dont ont fait preuve les Inkotanyi lors de leur lutte pour la libération du Rwanda. Le nouveau mémorial de génocide perpétré contre les Tutsis de Kirehe a accueilli ce jeudi environ 12 000 corps des Tutsis massacrés pendant le génocide commis contre les Tutsis qui n'avaient pas antérieurement été inhumés dans la dignité. Ce mémorial de génocide est construit là où se trouvait le siège de la commune Rusumo et la sous-préfecture de Kirehe. Pendant le génocide commis contre les Tutsis en avril 1994, des Tutsis qui avaient trouvé refuge y ont été massacrés et d'autres ont été tués dans les secteurs des alentours. Les travaux de construction de ce mémorial se poursuivent et la direction du district de Kirehe indique qu'elle va continuer à suivre de près tous les travaux, surtout qu'il y a encore des choses non encore achevées, notamment la salle de l'histoire et le jardin de la mémoire, tout comme l'enregistrement des noms des victimes sur la place mémoriale. Dans son exposé sur l'histoire avant, pendant et après la colonisation, l'historien Ernest Rwagasana a expliqué comment, avant l'arrivée des colonisateurs, les Rwandais vivaient en harmonie, partageant tout, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont sémé la haine qui s'est poursuivie pendant les régimes de Kayibanda et Habyarimana et dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Rwagasana salue le bravoure qui a caractérisé l'ancienne armée patriotique rwandaise des FPR Inkotanyi, qui a stoppé le génocide et a exhorté tout un chacun, particulièrement les jeunes, à suivre les traces des héros nationaux, à lutter contre l'idéologie du génocide et à faire en sorte que le génocide ne se reproduise plus. Le forum de concertation des partis agréés au Rwanda a apprécié ce jeudi les Rwandais en général, mais particulièrement le président Paul Kagame pour la contribution au bon déroulement de la 26e réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays du Commonwealth dont le Rwanda était hôte. Place maintenant à la Chambre des députés qui a approuvé ce mercredi le projet de loi des finances pour le prochain exercice budgétaire 2022-2023 qui débute avec le mois de juillet. Les parlementaires ont apprécié que leurs recommandations sur le projet de loi aient été prises en compte lors de l'élaboration du budget. Kassim Youssouf nous fait le point. Le budget 2022-2023 est estimé à 4 658 milliards de francs rwandais, dont 2 372,4 milliards, équivalent à 50,9% du budget total, seront prélevés sur les recettes du pays. Les prêts intérieurs sont de 282,6 milliards de francs rwandais, soit 6,1%, tandis que les prêts extérieurs sont de 1096,7 milliards de francs rwandais, soit 23,5%, tandis que les dons sont de 906,9 milliards de francs rwandais, soit 19,5%. La satisfaction à l'égard du budget au Rwanda a baissé à 80,5%. Pourtant, nous avions atteint 84% avec celui qui arrive à terme. Sinon, le gouvernement rwandais s'était fixé pour objectif de réduire son aide étrangère, mais en raison de la pandémie de Covid-19,
Il a été nécessaire que le Rwanda reprenne l'aide et le crédit pour faire face à la pandémie. Le fonds de relance économique a été créé en investissant des 150 millions de francs rwandais pour permettre au secteur touché par la pandémie de Covid-19 de reprendre et nous espérons que cela va stimuler l'économie du pays. bizahita bizamura ubukungu bw'igihugu mu kwihuta. Iyo tubirebye tubona ibitekerezo byatanzwe n'inteko ishinga amategeko byaritaweho kuko mu bitekerezo. En raison des demandes qui avaient été prises en compte, nous avions identifié 50 lacunes à prendre en compte, dont 31 l'ont immédiatement été dans ce budget. Mais il y avait aussi 157 autres recommandations qui avaient été indiquées par les membres du Parlement, dont 63 ont été immédiatement prises en compte au début de cet exercice. Donc, les recommandations que nous avons faites ont été considérées à un taux de 131,5% par rapport à ce dont nous avons dû nous occuper au début. Parmi les recommandations des parlementaires prises en considération, l'on citerait que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales s'est vu allouer plus de 12,2 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 701 millions de francs rwandais, équivalent à 6,12% par rapport aux 11,5 milliards de francs rwandais qui étaient prévus dans le projet de loi. Le budget total alloué au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales comprend 5 milliards de francs rwandais pour aider les agriculteurs à obtenir des engrais, tandis que l'Office rwandais du développement de l'agriculture RAB a reçu 93,5 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 4,7 milliards de francs rwandais, équivalent à 5,34% par rapport aux 88,7 milliards de francs rwandais qui lui étaient réservés dans le projet de loi. Place maintenant à l'éducation pour parler des chercheurs en provenance de différentes universités des pays africains et d'ailleurs dans le monde qui admettent que l'agriculture a dans différents pays contribué à riposter au Covid-19 et souhaitent cependant que les chercheurs ou bien les recherches effectuées soient focalisées sur les solutions à long terme aux problèmes issus de cette pandémie. Kassim Youssef. Environ des 100 chercheurs se sont penchés sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le quotidien des populations d'Afrique centrale et de l'Ouest. La crise économique, la carence de denrées alimentaires, l'arrêt de l'enseignement et beaucoup d'autres des effets de cette pandémie ont traumatisé et angoissé beaucoup de gens. Le professeur d'économie à l'Université de Californie aux États-Unis, le professeur Edward Miguel, indique que même si beaucoup de pays se sont surtout concentrés sur la riposte aux effets à court terme de Covid-19, on ne s'est pas encore préoccupé réellement à ceux à long terme. We feel that policy has addressed the immediate. Nous pensons que les mesures qui ont été prises ont trouvé des solutions aux effets à court terme, mais pas encore à ceux à long terme dus à cette pandémie. Les effets relatifs à l'abandon d'écoles, des effets sur la santé, dont la sensibilisation sur la vaccination, de façon qu'au moment où nous entrons dans une autre phase de la pandémie, ces mesures doivent se focaliser sur la réduction des effets à long terme. Selon les statistiques des chercheurs, pendant la saison des récoltes dans les pays subsahariens, la perte sur la production est estimée chaque année à 4 milliards de dollars américains. Cela parce que les agriculteurs ne disposent pas des moyens leur permettant d'avoir du matériel agricole moderne. Nous avons nos problèmes traditionnels en matière de la préservation de la qualité de nos aliments parce que l'Afrique n'a pas pendant longtemps pu trouver de solution au déficit de sa balance commerciale. Cela a entraîné des problèmes pour trouver d'intrants agricoles et des machines pour l'agriculture devant provenir de l'extérieur, entraînant ainsi l'insuffisance alimentaire. So the issue of self-sufficiency then becomes a question. Les débats de Kigali ont souligné que des recherches sont effectuées et publiées sans toutefois trouver de solution
aux problèmes auxquels la population africaine est confrontée. Qu'il propose des recherches qui répondent aux problèmes de la population. Vous avez entendu les problèmes qu'on a débattus. Il y a ceux dus au Covid ou à la guerre d'Ukraine. Ce sont tous des problèmes qui nous affectent et le citoyen a besoin de solutions concrètes. Nous voulons que la recherche que nous effectuons réponde effectivement aux problèmes de la population. En 2020-2021, les recettes issues de l'agriculture et l'élevage au Rwanda étaient de 445 milliards de francs rwandais par rapport à 357 milliards en 2016-2017, soit une augmentation de 25%. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique que cette situation a été consécutive aux mesures qui ont été prises dès la confirmation du premier cas de Covid-19. Nous sommes parmi les pays dont la situation est bonne malgré que le Covid nous ait affectés. Je ne dirais pas que les problèmes que nous avons vécus en tant que Rwanda étaient considérables par rapport à d'autres pays parce que nous y avons fait face très rapidement et nous avons beaucoup travaillé dans le domaine agropastoral de façon qu'il n'y a pas eu de carence alimentaire. Mais en général et au-delà du Covid-19, en considérant la guerre en Ukraine, vous savez qu'il y a eu une certaine hausse des prix, mais par rapport à la hausse des prix dans la sous-région, en Afrique et partout ailleurs dans le monde, vous trouverez que ce n'est pas alarmant au Rwanda, car nous avons injecté de l'argent pour notamment réduire les prix des produits pétroliers, surtout réduire les prix d'intrants agricoles et différents autres produits que nous utilisons au jour le jour et du fioul en général. Les chercheurs réunis à Kigali montrent que le problème de carence alimentaire au monde pour environ 193 millions de personnes, dont 53 pays, doit être traité par des chercheurs spécialistes si la planète doit s'autosuffire dans l'alimentation telle qu'annoncée dans les objectifs de développement durable d'ici 2030. Parlons de la justice, revenons sur le procès de Laurent Wuchibaruta, l'ancien préfet de Gikongolo accusé de génocide. Un procès qui se poursuit à la cour d'assises à Paris. Ce jeudi, la cour a notamment auditionné François Graner, auteur de 2 livres sur le rôle de la France dans la politique au Rwanda jusqu'en 1994. Sur place, rejoignons notre collègue Jean-Damascène Manéchim. Bonjour. Bonjour, Romandine. Vous nous recevez très bien. Le procès avance. Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, effectivement, le procès se poursuit depuis le 9 mai dernier. Et nous sommes déjà dans la 8e semaine sur les 9 semaines que doit durer le procès. Vous comprendrez que nous sommes vers la fin du procès. Et depuis le début jusqu'à maintenant, ce sont les dépositions des témoins que nous suivons. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la Cour a déjà auditionné plus d'une centaine de témoins, environ 111 aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous le dites, c'était le tour de François Graner, mais il y a également d'autres, et notamment au moment où nous parlons, il y a le docteur Jean-Damascène Bizimana, le ministre de l'Unité nationale de l'engagement civique, qui est devant la Cour, qui témoigne devant la Cour par vision-conférence depuis Kigali. Et alors, dans cette succession des témoins, et les témoins des faits, les témoins de contexte doivent normalement, si tout se passe comme prévu, doivent terminer leur déposition demain. Et depuis lundi, on devra commencer à suivre les parties civiles. Il y a les associations des parties civiles, il y a notamment le CPCR, le collectif des parties civiles pour le Rwanda, dirigé par M. Alain Gauthier, et qui doit s'exprimer lundi si rien ne change. Il y a également l'association Survie,
ainsi que la branche de l'association IBOCA, donc la branche d'ici à Paris, qui doivent s'exprimer devant la Cour au début de la semaine prochaine. Alors après ces associations, suivra maintenant l'interrogatoire de l'accusé Laurent Gbeki-Baruta. Il y a des témoignages qui ont été entendus par la Cour. Il y a des éclaircissements qu'il doit donner. Alors, ce sera à la Cour maintenant de l'interroger. Et le ministère public et aussi l'accusation, les avocats des parties civiles qui vont l'interroger à partir de mardi prochain si le programme que nous disposons ne change pas. Et après, il y aura les réquisitions du ministère public et des avocats des parties civiles, et également la défense de l'accusé aura l'occasion de plaider pour son client. Voilà. Parlons d'aujourd'hui, puisque la Cour a auditionné François Garnier. Que peut-on retenir de sa déposition? Oui, Amandine, François Garnier a longuement parlé de la période allant de 1990 à 1994, et il s'est attardé sur les relations franco-rwandaises à l'époque, les relations entre la France et le Rwanda dans cette période-là. Et il a évoqué ces relations à trois niveaux, au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau militaire. Il a surtout montré que depuis 1990, les autorités françaises de l'époque, dirigées par François Mitterrand, étaient dans une bonne position de savoir, de connaître les préparatifs qui étaient en cours pour exterminer les Tutsis. Il a donné un exemple, les déclarations de l'ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises, qui a déclaré après le 1er octobre, dès le lancement de la guerre de libération du Rwanda, il a déclaré aux autorités militaires françaises que l'attaque du FPR dès le 1er octobre 1990 était une bonne nouvelle pour eux. Bonne nouvelle comment? Parce que c'était un prétexte, c'était une occasion propice de pouvoir tuer, de pouvoir exterminer les Tutsis sans problème. Il a donné un autre exemple de celui qui était le commandant de la gendarmerie nationale rwandaise à l'époque, qui a déclaré, qui a indiqué à ces autorités françaises de l'époque, les autorités françaises, je dis, que les Tutsis au Rwanda étaient à un nombre très limité, et que par conséquent, il sera très simple de pouvoir les exterminer. Il a donné donc ces deux exemples. Et François Garnier a parlé aussi de l'assistance, surtout militaire, qui était donnée aux forces armées rwandaises depuis 1990, et que la France faisait tout ça avec l'objectif de pouvoir garder son influence dans la région, et surtout d'éviter que le prétexte qui était avancé par les autorités rwandaises, d'éviter que le Rwanda ne bascule dans l'influence anglophone. Et comme ça, les autorités françaises, politiques et militaires, se sont engagées aux côtés du gouvernement rwandais, et par après, surtout vers les années 94, s'est engagé du côté des génocidaires. Et pour parler de 94, le début du génocide, et François Garnier a montré à la Cour que depuis le 7 avril déjà, les officiers français ont été avisés, ont été informés de ce qui se faisait, les massacres qui étaient commis ici et là dans le pays, et que les autorités françaises donc ont prêté main forte aux génocidaires. Et pour revenir sur la préfecture de Gikongoro, qui intéressait beaucoup plus la Cour, il a indiqué que les autorités françaises ont appuyé les forces génocidaires qui s'étaient surtout
repliés dans l'ouest du pays, le sud-ouest du pays, dans les préfectures de Gikongoro, Cyangugu et Kibuye surtout. Et il a cité un élément qui a intéressé la Cour. Il a dit que début juillet, il y avait déjà l'opération turquoise dans la région. Début juillet, le FPR Inhotanyi a dressé une liste des responsables politiques rwandais de l'époque qui avaient participé au massacre des Tutsis. Et c'était une longue liste qui s'étendait sur 10 pages environ. Et sur cette liste figurait, comme l'a dit François Granet, figurait le préfet Laurent Bouti-Baluta. Et le FPR, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait aux militaires français d'arrêter tous ces gens, tous ces responsables-là qui avaient participé au massacre à grande échelle, le massacre des Tutsis, pour pouvoir les traduire en justice, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Les militaires français ont plutôt protégé ces responsables militaires, politiques rwandais qui ont pu continuer et échapper, prendre refuge aux Zaïre voisins. Il a cité Laurent Bouti-Baluta qui figure sur la liste, mais il y a également d'autres. Il a cité surtout le préfet de Cyangugu qui s'appelait Bagambiti, le préfet de Kibuye qui s'appelait Kaishema, et surtout le chef des miliciens Intera Hamwe, Robert Kajuga, qui était le président des Interahamwe au niveau national. Voilà. Jean Damascène, s'il était question de faire une petite analyse, est-ce que ces témoins qui ont été entendus par la Cour jusqu'ici ont-ils quelque chose de commun? Oui, Amandine, il y a des similitudes dans les témoignages de ces témoins. Il y a des points communs. L'élément central qui a été évoqué par la plupart des témoins des faits, c'est que les grands massacres de Gikongoro, quand nous parlons des grands massacres à Gikongoro, il s'agit des massacres de Murambi, de Kianika, de Kaduha et de Kibeho. Et sur ces trois lieux de massacre, Murambi, Kianika et Kaduha, les massacres ont été commis le même jour, la même date du 21 avril 1994. Et les témoins ont été unanimes à dire que ces massacres ont été commandités par les responsables politiques et que Laurent Bouti-Baluta, qui était préfet de Gikongoro, ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se faisait. Et notre élément, c'est que les Tutsis, avant d'être tués, avant d'être exterminés, ont d'abord été rassemblés dans des mêmes lieux de rassemblement, et que ces rassemblements étaient organisés par les responsables politiques de l'époque. Et notre élément, c'est que dans ces lieux de rassemblement, on essayait d'affaiblir physiquement ces Tutsis en les privant de nourriture et surtout en les privant d'eau, et que ce soit à Murambi et à Kianika et Kaduha surtout. Et ils ont été affaiblis pour pouvoir être exterminés et les empêcher de pouvoir résister aux tueurs. Et puis, notre élément, c'est que la plupart des témoins ont montré que, justement, les responsables politiques ont totalement fait une sourde oreille aux sollicitations des Tutsis qui étaient pourchassés, qui étaient massacrés, encerclés par les tueurs. Ils sont morts, ils ont été tués dans l'abandon total des responsables politiques. Voilà. Merci beaucoup, Jean Damascène, de nous tenir au courant de comment ça se passe à Paris, à la Cour. Merci pour avoir donné du temps. Oui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.